Comment la filière agroalimentaire peut-elle mieux valoriser ses coproduits? C'est le thème de notre débat aujourd'hui avec Éric Delorence. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président fondateur de Scale. Et puis avec nous en visioconférence, Benoît Rouillet, animateur du Comité national des coproduits. Je commence avec vous, Benoît Rouillet. Bonjour. Peut-être une définition, c'est quoi un coproduit ? Bonjour. Alors tout d'abord, un coproduit, il se différencie d'un déchet pour nous. Il doit respecter une recommandation, une réglementation particulière. Dès lors qu'il est valorisé pour nous en alimentation animale, il doit respecter la réglementation de l'alimentation animale. Et donc parfois, il fait même l'objet d'une cotation pour les coproduits comme des tourteaux. Mais en tout cas, ce sont des aliments qui doivent respecter des normes techniques, sanitaires, parce qu'on ne nourrit pas nos animaux d'élevage avec des déchets. Vous pouvez nous donner quelques exemples? Donc, ce sont des produits de l'agriculture qui sont ensuite utilisés pour l'alimentation animale. On a bien compris. Vous avez des exemples? Oui, tout à fait. On a plusieurs exemples. Vous en avez quelques-uns sous les yeux, mais je vais vous en donner peut-être un ou deux un peu plus emblématiques autour de, par exemple, la betterave, qui est transformée chez nous en sucre et qui donne lieu à une production de pulpe qui se retrouve ensuite dans l'alimentation majoritairement des bovins. Donc on est vraiment là sur une démarche d'économie circulaire et de valorisation du coproduit qui est issu d'une industrie qui nourrit l'homme. Donc c'est extrêmement intéressant d'un point de vue technique et économique pour l'éleveur et d'un point de vue circularité des produits. Et d'ailleurs, il y a énormément d'éleveurs qui témoignent dans ce sens sur les réseaux sociaux et notamment une communauté France Agritwitos que je salue. Oui. Alors, on pourra donner d'autres exemples. Éric Delorence, vous êtes... Scale, c'est une agence de design, c'est ça? Scale, c'est... Non, alors moi, je suis designer de formation, mais Scale, c'est une société qu'on a créée il y a 3 ans maintenant, qui produit et invente et produit des matériaux qui sont biosourcés et ocean friendly. Oui, et qui sont, alors c'est vrai que vous êtes designer, j'ai un peu, voilà ce que je voulais dire, mais qui sont à base d'écailles de poisson, c'est ça? C'est ça, alors en fait ça la scalite? La scalite, parce que scale en anglais veut dire écaille, et que lithos en grec veut dire pierre, exactement. De la pierre d'écaille, et qu'il se trouve que notre matériau donc, ressemble à de la pierre, donc littéralement la pierre d'écaille. Voilà. Donc votre matière première sont des écailles de poisson. Ça, on fait de quoi avec ça? Parce que il y a quand même le designer qui parle. Ça peut devenir des objets derrière. Ah, bien entendu, il y a le designer qui parle. Alors. Nous, on vise évidemment le mobilier et l'aménagement d'intérieur, notamment sur des projets de retail, sur des projets d'aménagement d'hôtellerie, de restaurants, etc. Ouais. Donc ça veut dire que de l'écaille, ça peut devenir quoi? Ça peut devenir un meuble, ça peut devenir, je sais pas, des lunettes par exemple, c'est possible ça? Jusqu'où ça va dans l'utilisation comme le vôtre? C'est un matériau qui a, comme tous les matériaux, ses propres propriétés. Ouais. Nous, c'est un matériau qui est assez rigide, comme vous pouvez le voir, et qui du coup est applicable sur seulement un certain nombre d'applications. Typiquement, on pourrait faire du mobilier, on pourrait faire des tables, on pourrait faire des tabourets, on peut faire des comptoirs d'accueil, mais on peut aussi faire en architecture. Il y a énormément de parements murales qui est purement décoratif, auquel on peut ajouter ensuite des fonctionnalités d'acoustique, etc. Nous, c'est ce marché-là qu'on vise. D'accord. Alors sur votre site, j'avais vu une paire de lunettes, donc c'est pour ça qu'on a mis quand des écailles deviennent lunettes. Mais bon, c'est pas. C'était un des premiers, parce que quand on commence un projet comme ça, on se pose vite la question de comment valoriser le mieux et le plus vite. Et effectivement, quand on a commencé avec ces écailles, on souhaitait apporter une solution au problème des plastiques dans les océans. On s'est vite aperçu que juste mentionner le terme plastique, ça vous portait préjudice. Et ça portait préjudice au développement et voilà. Donc on s'est rabattu sur plutôt du mobilier et de l'aménagement intérieur. Benoît Rouillet, c'est un bon exemple qu'on vient de voir avec la scalite. Est-ce qu'il y a encore d'autres trésors comme ça potentiels, d'autres coproduits qui sont méconnus ou sous-exploités? Alors je dirais que dans les compétitions d'usage, nous, dans une enquête de 2018, on a identifié à peu près 12 millions de tonnes de matières sèches de coproduits générés en France. Et puis on a essayé de regarder un peu quels étaient les usages. Bon, pour nous, l'alimentation animale, on valorise à peu près les 3/4.
Donc c'est extrêmement important. Ensuite, je pense que sur ce coproduit en question, on n'est pas en compétition, puisqu'on a des usages très différents et qu'il n'est pas question, je pense, pour nous, êtres humains ou alimentation animale, de consommer ces écailles. Mais il existe des endroits où il y a de la compétition, notamment autour de la méthanisation, de la production d'énergie. Donc ça, c'est des choses qu'on prend en compte dans l'organisation des filières et dans l'accès aux éleveurs à ces ressources. Est-ce que justement c'est, Benoît Rouillet, l'un des freins au développement de la valorisation des coproduits, il faut quoi? Il faut créer une filière en quelque sorte? Alors, ce qui est certain, c'est que oui, il faut créer une filière dans la mesure où ça sort d'une industrie agroalimentaire. Il faut pouvoir le transporter, le stocker, parfois le reformuler pour que ça arrive, je dirais, jusqu'à la gueule des animaux. Donc la filière, elle est totalement imaginée en termes de logistique, en termes de réglementation et en termes de suivi sanitaire. Vous pouvez avoir des filières très bien établies comme la pulpe de betterave que j'ai citée. Et puis, par exemple, je ne sais pas si vous êtes un amateur de bière, mais avec le développement des brasseries locales, il peut y avoir des opportunités locales pour valoriser par exemple des drèches de brasserie par des animaux d'élevage. Mais dans ce cas-là, on est sur quelque chose de très ponctuel et qui va voyager, je dirais, à 10-15 km autour de la brasserie. Mais si on prend l'exemple de la pulpe de betterave, qui est sans doute, c'est là qu'il y a le gisement le plus utilisé aujourd'hui, peut-être, Benoît Rouillet. C'est quoi la filière? Alors, les trois filières qui génèrent le plus de coproduits aujourd'hui sont la filière des oléoprotéagineux, donc la production d'huile, de colza, de tournesol qui génère des tourteaux. Vous avez tout ce qui va être sucrerie, que je viens d'évoquer, et puis vous avez également l'amidonnerie féculerie à base de pommes de terre ou de céréales, qui va générer également de nombreux coproduits. Donc ce sont les trois principales filières qui sont aujourd'hui, je dirais, des gisements captifs. Ces coproduits-là sont très bien utilisés. Éric de Laurence, vous en êtes où de la commercialisation de ce nouveau matériau à base d'écailles de poisson, de la scalite? Alors, on a eu un certain nombre d'années de développement et on a lancé le produit officiellement en janvier 2021. Donc on en est au tout début de notre histoire encore. Et on a déjà un nombre de leads et de développement en cours assez qui nous rendent optimistes sur la suite. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ça veut dire qu'il y a des clients potentiels, énormément de clients potentiels, des grands groupes de tous secteurs confondus, que ce soit de l'automobile, le luxe, l'horlogerie, le retail. Il y a énormément de gens intéressés, et je pense que d'une manière générale, pas seulement sur la scalite, il y a une vraie appétence sur ces matériaux biosourcés et ocean friendly. Ouais. Vous avez déjà fait un premier chantier, participé à un premier chantier, ou c'est en cours? C'est en cours. On va commencer par des mini chantiers. On a un mini chantier pour une galerie parisienne. Et puis on est en conversation avec des fabricants de mobilier, on est en conversation avec des architectes. Voilà, donc aujourd'hui, pas encore, mais ça ne saurait tarder. Voilà. Oui, et puis tous ces contacts, effectivement, vous rendent optimiste. Benoît Rouillet, pour terminer, est-ce qu'il y a une question de manque d'informations pour développer encore la filière des coproduits, d'après vous? Ce qu'on essaie de combler, en tout cas, nous on est là pour ça, on essaie de combler les défauts d'information à la fois sur les volumes, la saisonnalité des disponibilités, la valeur nutritionnelle pour nos animaux. Donc ça, c'est très important. Et puis, je terminerai en rappelant qu'en fait, les animaux, ils ont ce positionnement central autour de la valorisation de ces coproduits, c'est qu'ils transforment des ressources que nous, êtres humains, ne savons pas valoriser dans notre alimentation en ressources consommables par l'homme, c'est-à-dire du lait et de la viande. Et l'aspect le positionnement de recicleur des animaux doit être souligné d'un point de vue sociétal. Et puis, tiens, j'ai oublié de vous poser la question, ça peut représenter quel pourcentage du chiffre d'affaires d'une exploitation, les coproduits? Alors, pour les exploitations, ce n'est pas vraiment un chiffre d'affaires puisque ça va être des achats. Donc ça peut représenter une part de charge non négligeable, sachant que l'alimentation, c'est une part des charges opérationnelles très importante, puisque les animaux mangent beaucoup et tous les jours. Donc dans ces cas-là, effectivement, la négociation sur le prix du coproduit et le prix d'achat, c'est une décision stratégique pour l'éleveur. Oui, mais alors, peut-être que je n'ai pas compris quelque chose, mais quand on produit de la betterave, la pulpe de betterave, ça devient quand même une part de son chiffre d'affaires. Du chiffre d'affaires, pas pour l'éleveur, mais pour l'entreprise qui fabrique le sucre, pour l'industriel qui fabrique le sucre.
Donc il y a différentes façons de procéder. Il y a des éleveurs qui sont planteurs de betteraves et qui vont récupérer de la pulpe issue de la sucrerie. Et puis les éleveurs qui ne sont pas planteurs de betteraves, donc qui ne livrent pas de betteraves, qui veulent acquérir de la pulpe, ils sont obligés de l'acheter à l'industriel du sucre. Eh bien voilà, ça valait le coup que je vous pose la question parce que je n'avais pas bien Merci. compris. Merci beaucoup, merci Benoît Rouillet, merci à vous Éric Delorence, bon vent à votre nouveau matériau, la Scalite. C'était passionnant, on passe à Smart Ideas tout de suite et si on jouait à un jeu vidéo ensemble ?